Magnifier ton Saint-Nom, exalter ta grandeur. Car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le Prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Nous te devons toutes choses, Maître suprême. Alléluia. Rendu à sa quatrième partie, les médecins de la sainteté Blouse Blanche pour Jésus se sont réunis tour à tour dans les premières, deuxième et troisième parties pour parler de la chrétienté puis de vaccins. Et rappelez-vous, dans cet enseignement, dans ce groupe, chaque fois nous nous penchons sur les problèmes des maladies qui fâchent, les problèmes modernes des hommes, des sciences, de la médecine qui fâchent, qui rencontrent les difficultés face à la croyance des chrétiens bibliques. Quand est-ce que la médecine va au-delà de ce qui lui a été prescrit comme sa limite charnelle? Quand est-ce que l'esprit intervient? Quand est-ce qu'il se contraire aux Saintes Écritures? Et que devrait faire toute personne donc qui se tient aux Saintes Écritures et ou bien qui croit au Seigneur Jésus-Christ manifesté à la croix, ressuscité pour sa justification? Telles sont les questions et les questionnements que Blouse Blanche pour Jésus ou bien les médecins qui portent les blouses chaque fois pour répondre à ces planchers sur certains questionnements afin de vous donner les réponses adéquates dans cette édition. Ce soir encore, nous revenons dans quelques instants. Si vous entendez et que vous entendez cet bruit des sirènes qui passent autour de votre maison, ne vous inquiétez pas, ils sont nombreux qui parcourent ça et là, jour et nuit, 24 sur 24, 7 jours pour 7 pour secourir des vies. Mais ce soir, cette blouse blanche se planche tout autour de cette forum pour partager la quatrième partie de cet enseignement concernant les vaccins. Ils sont là ce soir. Nous commençons une fois n'est pas coutume. Pour celui-là donc qui pense toujours que les médecins pourraient avoir en exergue un taxi pour pouvoir conduire au point au cas où il y a des situations qui ne vont pas. Le docteur Seri, bonsoir. Bonsoir, bonsoir mes frères, bonsoir. Comment ça va de ce côté-là? Ah, vous avez eu des cas de coronavirus dans votre hôpital? C'est toujours que cette semaine, j'étais pas à l'hôpital pour les cas de maladie. On m'a rapporté qu'il y avait une déferlante de cas, une suspicion de cas qui sont arrivés. Et manifestement, il y aura des cas. Ça, c'est la psychose de ce côté-là, n'est-ce pas? Parce que ceux qui n'ont pas d'espérance, c'est vous, à vous les médecins, Dieu pour eux, pas vrai? C'est la psychose totale, même dans les rues et consorts. Il suffit que quelqu'un touche voilà, pour que tout le monde se tourne pour voir de quoi la question. Quoi. Et les gens dégagent des lieux. À 2 fois, chacun change de rue, n'est-ce pas? Si la tour devient chronique, et il n'y a pas 2 fois, les gens changent de rue. Non loin de toi, nous trouvons un autre médecin, le docteur Yassine, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir mes frères et sœurs, que vous bénisse. Toujours prêt à répondre aux exigences des frères et sœurs dans le monde entier, aux consultations gratuites, pas vrai? C'est ça. Vous ne direz pas parce que vous êtes en direct sur Bamba et Ba que c'est gratuit et puis par derrière vous prendrez 20 € et 10 €, n'est-ce pas? Bon,
Certainement pas. Hein? Donc c'est sincère en parole et en action, pas vrai? Comme tu dis là, c'est ça. Donc c'est ça. Donc ils sont honnêtes. Et la dernière fois, chacun a fait le ponce pilatisme dans cet enseignement pour montrer clairement qu'ils ne sont pas de ceux là qui sont là pour distiller le sang innocent à Belzébuth. Une femme, médecin cette fois-ci, le docteur, un bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir mon bien-aimé. C'est un feedback que nous avons dans cette émission, dit que cette femme-là n'a pas sa langue dans sa poche. Elle dit ce qu'elle pense. Est-ce que c'est vrai, comme personnalité venant d'un médecin comme toi? Ça c'est clair. Donc ce que vous avez à dire, vous dites seulement, n'est-ce pas? Ah oui. Et en plus, ça veut dire que ce soir, tu promets donc aux auditeurs, fidèles auditeurs de Bamba Iba qui sont nombreux, de leur dire la vérité, rien que la vérité. C'est ça? Je dis toujours la vérité. Toujours la vérité. Même quand on te dit d'injecter le tétanos, tu demandes à ton patron pourquoi tu l'as injecté. N'est-ce pas? La prochaine fois, je le ferai. Il le fera encore. Merci pour ta franchise et ta franchise. Un autre docteur qui est au milieu de nous, le docteur Bamba Iba, bonsoir. Bonsoir mon frère bien-aimé, bonsoir à tous les frères et à toutes les sœurs. Tu ne dis pas bonsoir à tes amis sorciers, à tes amis docteurs dans le monde entier. Mes amis sorciers. Je crois que c'est le langage que nous avons recueilli de vous là. Oui, c'est le langage que nous avons recueilli de vous la dernière fois. C'est ça, les collègues sorciers partout dans le monde. Recevez mes salutations. Oui. En tout cas, ils vont te chercher sur... Tu sais, au moins toi, tu es repéré à Bamba Iba. Souvenez-vous, Bamba Iba, c'est pas moi qui parle, c'est celui qui parle là, en toile de fond. Vous l'entendez là, c'est lui qui distille toutes ces choses pour vous créer des problèmes. Moi, je ne suis pas responsable de cela. En tout cas, vous les médecins, installez-vous confortablement. On commence le temps de cette ponctuation musicale. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord. Vous avez besoin d'informations en temps réel concernant la médecine. Cette plateforme est pour vous. Vous nous contactez, on mettra en contact en fonction de la zone de votre expression géographique sur la Terre. Vous nous écrivez à Junior, c'est JUNHIORS @yahoo.fr. Nous vous mettrons en contact avec les médecins et spécialistes dans cette édition. Souvenez-vous, c'est gratuit. Vous pouvez vous écouter également dans quelques supports que ce soit. Vous voulez nous poser des questions. Vous avez les numéros WhatsApp à l'extérieur, à l'extrémité de chacun de ces enseignements distillés sur Bamba Iba, le site YouTube dans lequel se trouvent les enseignements. C'est le plus 237 qui est l'indicatif du Cameroun, 6 94 01 94 40. Et le plus 237 675 87 41 21. Vous recevrez quelqu'un qui vous répondra certainement à votre question. Ou mieux encore, si vous voulez, vous êtes médecin, vous avez amené des contributions ou encore d'apport dans ce forum, contactez-nous et créez votre compte Skype. Envoyez à Junior c'est JUNHIORS avec le chiffre 3 cette fois-ci. Nous vous joindrons dans le forum, vous viendrez édifier les uns et les autres par rapport à tous les sujets médicaux dans lesquels nous nous épluchons chaque fois. Que le Seigneur vous bénisse de toutes les façons. Est-ce que les médecins sont prêts à ce que nous travaillons maintenant? Oui, nous sommes prêts, mon frère. Voilà. Le frère, puisque nous sommes prêts, est-ce qu'en quelques filigranes comme ça, on peut donner un bref résumé à tous ceux qui nous prennent dans cette quatrième partie de ce que nous avons vu dans la troisième partie, de façon brève? D'accord, je pense que la sœur Anne avait déjà fait un très bon résumé. Bon, voilà, en substance,
on a abordé en quelque sorte on va dire les dangers de la vaccination. D'accord. Et bon, il y a eu, en tout cas moi particulièrement, ce qui m'a marqué, c'était l'intervention de la sœur Vanessa. Voilà, Vanessa Monté des États-Unis. Et donc, avec les recherches qu'elle avait eu à faire sur les vaccins, donc qui montraient que en dehors de tout ce qu'on pensait jusque-là, enfin, tous les métaux lourds, il y avait aussi des éléments de fœtus que les laboratoires utilisaient donc pour constituer les vaccins. Donc, enfin, en tout cas, on a fait un peu le tour sur les dangers de la vaccination. Et puis, voilà, donc chacun est venu sur cet aspect et pour se prononcer sur voilà, est-ce que, enfin, pour donner des conseils, donner des conseils aux différents, ou du moins s'adresser à différents publics, s'adresser aux médecins, aux collègues médecins, s'adresser à son gouvernement, et puis s'adresser à la population en général sur la conduite à tenir par rapport au vaccin. Merci pour ce résumé, docteur Iba. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. Cette quatrième partie sera consacrée au visionnage. Nous distribuerons les vidéos et les spécialistes commenteront et vous entendrez certainement en audio. Sous forme audio, ces vidéos que nous allons vous proposer maintenant, dont certains d'entre vous auront certains extraits de ces vidéos-là. Et pour d'autres encore, nous vous donnerons les références afin que vous les trouviez facilement sur des supports, des réseaux sociaux, afin que vous examiniez et puis arriver à tirer votre propre conclusion. La cinquième partie de cet enseignement sera consacrée à la phase biblique des vaccins. Comme nous l'avions annoncé dans la deuxième et la troisième partie, nous verrons l'aspect biblique, la position biblique de ce que Dieu a dit concernant les maladies et concernant la résolution des conflits entre la foi et le vaccin en particulier, puis de la médecine moderne en général. C'est dans un instant. Your word and you heal my disease. You are the Lord, my Premier acte dans cet enseignement, nous faisons premier acte. Je crois très bien que vous serez en train de voir mon écran certainement. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? C'est partagé chez vous déjà. Vous voyez déjà l'écran. Donc maintenant mon écran étant partagé, j'aimerais que nous regardions en premier lieu comme ça cette comédie appelée Les Guignols sur Canal Plus Horizon qui dénonce et dit clairement ce que les gens en pensent. On y revient après cette ponctuation. Voilà, je suis donc avec le directeur de la communication d'une multinationale pharmaceutique. Monsieur Sylvestre, vous avez refusé de fabriquer industriellement des vaccins contre la grippe aviaire parce que ça n'est pas rentable, c'est ça? C'est nous, ouais. Ben, c'est tout ce que vous avez à dire, hein? Non, pardon aux familles, tout ça. C'est bon? Non, mais c'est affolant. Vous avez 4 millions de vaccins seulement, ce qui représente à peine 2% de la population américaine. Ça devrait vous inquiéter. Non, je fais partie des 2% qui seront vaccinés. Hein. Non, mais les autres? On les soignera. Mais vous allez faire des vaccins, alors? Non, on les soignera. Quand ils seront malades. Pourquoi attendre qu'ils soient malades? Pour leur vendre des médicaments, banane. La première chose que vous trouvez à faire, c'est de vendre des médicaments. Non, la première chose, c'est de doubler les prix des médocs. Mais c'est atroce. Mais c'est la loi du marché. Ne fais pas l'étonner, hein. Nous, on est là pour vendre des médocs. Et pour vendre des médocs, il faut que les gens soient malades. On a un business plan très clair. Hein?
pas de vaccin. 2, épidémie mondiale. 3, les médocs arrivent en retard. Pourquoi les médicaments arrivent en retard? C'est dans le business plan, pour atteindre des millions de morts. Quoi? Ouais, c'est génial, quand il y a des morts en pagaille, on vend les médocs le prix qu'on veut. Tu sais, quand un père a perdu 2 gosses sur 3 de la grippe aviaire, généralement, il n'est pas regardant sur le prix pour sauver le 3e, hein. Oh, il peut vendre sa bagnole, le gars. Horrible. Non, c'est après que le business plan, il est génial. C'est que l'année d'après, on fait des vaccins. Ah, quand même. Ah ouais, je te raconte pas. Ça va partir comme des petits pains. Parce que les pauvres, ça a une vie de merde, mais ça veut pas mourir, hein. C'est la grande interrogation que j'ai, ça. Je suppose que vous allez tripler les prix. Les premiers vaccins, non, parce qu'ils marchent pas. Comment ça, ils marchent pas? C'est dans le business plan. Au début, on tâtonne, on n'est pas au point. C'est surtout à base d'eau et d'huile de vidange. D'huile de vidange? Ouais. General Motors est actionnaire, on a des bidons à pas cher. On est au bout de l'horreur, là. Ouais, mais en année 3, on fait les vrais vaccins, on n'est pas des bêtes, hein. Puis il y aura sûrement une nouvelle maladie d'ici là. Croise les doigts, hein. Tout est sous contrôle, quoi. On est des pros. Je viens de l'informatique, moi. C'est un business plan qu'on utilise souvent. On fabrique du virus pour fourguer de l'antivirus. Mais avec la grippe aviaire, c'est un problème de santé publique. Privé, public, du moment que c'est bien payé, hein. Non mais, là, vous nous annoncez une catastrophe sanitaire, là. Ah ouais, j'ai pas été aussi optimiste que depuis l'arrivée du sida dans les années 80. En même temps, si les actionnaires sont contents, ça va peut-être réduire le chômage. Ouais, comptez plutôt sur les morts, hein. C'est ce que je voulais dire. La suite. Voilà, la suite, tout de suite. Dr Bamba Iba, cette comédie des Canal Plus Horizon, alors que l'année dont nous parlions, pas cette année, c'est nécessairement, on parlait des grippes aviaires, c'est ça qui battait le plein. Et subitement, la grippe aviaire, on nous a parlé des virus H1N1, vaccins, ceci. À un moment donné, on n'en parle plus. Maintenant, c'est le coronavirus. Qu'est-ce que cette comédie, si vous inspire, vous, en voyant cela? Alors, écoute, mon frère, enfin, c'est une comédie, certes, mais ça traduit malheureusement la réalité, hein, une triste réalité. Donc, voilà, je ne sais pas si je peux en dire plus, mais voilà, ils sont par derrière, ils montent comme on le disait la dernière fois, c'est-à-dire qu'ils créent des problèmes d'un côté et puis en même temps, ils sont les mêmes qui ont montré nos structures de l'autre côté et ils font semblant d'apporter des solutions, toujours dans l'optique d'avoir plus d'argent. Voilà. Voilà, un peu ça. Voilà. Le docteur Cyril. Oui, qu'est-ce que frère? Allons-y. Qu'est-ce que cette comédie de Sylvestre, la personnalité qui représente l'Amérique, le beau gosse de l'Amérique, qu'est-ce que ça vous dit en entrant là-bas? Ça, ce n'est que l'entrée en matière. Ça, c'est la comédie. Est-ce que ceci ne positionne pas en montrant au monde ce qu'en réalité les entreprises pharmaceutiques ou bien les multinationales font en réalité? À la fin, il parle de soigner, il commence à jouer sur le mot entre soigner et vacciner. Et le journaliste de lui demandait, mais pourquoi pas soigner, pourquoi pas vacciner? Il dit non, il faut soigner, il faut attendre que ça produise pour qu'il puisse vendre les médicaments. En fait, il vient, bon, bref, il vient confirmer ce qu'on est en train d'élaborer ici comme théorie. Enfin, comme ce qu'on fait depuis lors. Oui. Ce sont, en fait, je dis souvent, il m'amuse souvent à dire, à mes collègues même d'ailleurs, que les industries pharmaceutiques sont plus dangereux que l'industrie de fabrication d'armes. Oui. Parce que l'industrie de fabrication d'armes, on sait qu'ils font ça à des mauvais destins. Oui. Alors que l'industrie pharmaceutique fait comme s'ils aidaient les gens, alors que ce sont des criminels. Oui. Ce sont des criminels. Le terme qu'il a cité, ce sont des criminels. Donc, nous ajoutons aux adjectifs qualificatifs dont vous avez signifié la dernière fois. Vous avez parlé la dernière fois de vos collègues médecins comme étant des sorciers. Aujourd'hui, vous avez ajouté l'adjectif les meurtriers, pas vrai? Un autre médecin qui nous a rejoint ici du côté du pays de froid, elle s'appelle Maurice Kamto. Non, pas Maurice Kamto, Monica
Monica MK, comme Monique K. Kodia. Bonsoir et bienvenue, installe-toi confortablement. Je crois qu'elle est là, sur mon moniteur ici, il peut la voir. Alors si vous êtes prêts, on prend un deuxième extrait. Cette fois-ci, c'est un extrait de l'émission Envoyé spécial concernant le vaccin. Cette émission-là, vous pouvez la voir également sur le site internet. Ça date du 11 février 2016. Vous pouvez facilement retrouver, si vous nous écoutez sur Bambaiba, vous pouvez aller sur le site de l'Envoyé spécial. Ça, c'est une émission de France 2. Concernant le vaccin, je crois que c'est une émission qui dérange véritablement avec tous ces clics des professionnels qui foutent le nez dans les métiers nationaux. Et vous allez voir effectivement que dans cette émission, ils foutent effectivement le nez là où il ne faut pas. Ils touchent du doigt là où il ne faut pas. Et c'est chez eux qu'ils font. C'était le 11 février 2016. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube, effectivement. Donc, nous allons prendre un extrait de cela et puis nous allons y revenir. Le temps d'aller à la technique chercher cela. Oui. Dès que vous avez l'écran, vous me dites si vous avez l'écran. Vous avez l'écran avec vous, n'est-ce pas? Est-ce que les médecins ont plutôt le gant à leur nez ou bien? Voilà. Voilà. Votre écran est bien positionné, n'est-ce pas? Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors on y va. Tout de suite. Tout de suite. Ce jour-là, à Montreuil, près de Paris, Stéphanie a rendez-vous chez la pédiatre pour faire vacciner sa fille âgée de 2 mois. Ça marche. Ça, c'est parfait. Donc on a l'enfant Rixexa qui permet de protéger contre la diphtérie, le tétanos, la polio, la coqueluche, l'hémophilus, l'hépatite B. C'est assez chargé mais c'est bien toléré. Prenez-la bien comme ça avec les bras. En France, faire vacciner son enfant est obligatoire. Il bouge pas. Ça y est, c'est bon. Stéphanie fait confiance à son médecin, mais elle a un peu de mal à s'y retrouver. C'est rien. Par exemple, vous, est-ce que vous savez quels sont les vaccins obligatoires? Je crois que c'est BCG, non? Tétanos, et je sais pas trop. Les vaccins obligatoires sont diphtérie, tétanos, polio. Et 3 vaccins seulement sont obligatoires. Or, ce jour-là, la petite fille en a reçu 6 en une seule injection. Les 3 autres ont été rajoutés par le laboratoire sans que Stéphanie ait eu le choix de les acheter ou non. Pendant près de 50 ans, les enfants étaient vaccinés avec le DT polio. Il coûtait 24 € et contenait les 3 vaccins obligatoires. Mais en 2008, il disparaît du marché. Les laboratoires proposent alors un nouveau vaccin contre 4 maladies cette fois, en incluant la coqueluche. Le prix passe à 45 €. En 2014, nouveau changement. Le vaccin proposé contient désormais 5 maladies et inclut certaines méningites. Nouvelle augmentation du prix. En 2015, le vaccin contient en plus l'hépatite B et coûte désormais 120 €. En 7 ans, le prix du seul vaccin pédiatrique disponible a donc été multiplié par 5. On y trouve les 3 vaccins obligatoires, mais aussi 3 autres qui, eux, ne le sont pas. C'est un peu comme si dans nos supermarchés, nous n'avions pas le choix d'acheter nos produits à l'unité et que nous devions forcément les acheter par pack de 6. Exemple, dans cette pharmacie, où tous les jours des clientes cherchent à acheter des vaccins de base sans succès. Bonjour, et je voudrais savoir si vous avez ce vaccin. Eh bien non, ce vaccin est en pénurie depuis plus d'1 an en fait. D'accord, et il n'y a pas de possibilité que ça... On n'a aucune information. Il n'y a pas vraiment de solution en fait. Il y a énormément de gens qui sont dans cette situation, puisque nous on a un cabinet pédiatre à côté, donc on voit énormément de bébés. Donc c'est une situation qui est un peu dramatique, je trouve. Donc là, ça commence à poser vraiment de gros problèmes. J'ai cherché dans des dizaines de pharmacies. Et partout, j'ai obtenu la même réponse. Il faut désormais acheter les 6 vaccins. Un surcoût pour la collectivité. Et le problème n'est pas uniquement financier. Parmi ces vaccins, qui nous sont vendus en plus du DT polio, certains suscitent la polémique. Comme par exemple celui de l'hépatite.
Non pas C, mais B cette fois. Au siège français de GSK, un des laboratoires qui commercialise ces vaccins à 6 doses, aussi appelés hexavalents, je suis reçue par 2 dirigeants de l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation de vente forcée pour certains parents? Disons que aujourd'hui, les parents, c'est vrai qu'ils ont un choix limité. Ils ont un choix limité. Je crois que c'est aussi parce que ça répond à un enjeu de santé publique qui est celui de protéger contre l'hépatite B. Il y a quand même un surcoût. Le vaccin hexavalent est plus cher que le vaccin pentavalent. Encore une fois, c'est pas du tout ce qui dit nos choix. C'est pas du tout ce qui dit nos choix. Je préférerais avoir une offre vaccinale complète et globale, afin que chacun, si je puis dire, fasse ses choix en termes de vaccination. Mais ce choix, justement, son laboratoire a apparemment tout fait pour que nous ne l'ayons pas. C'est ce que j'ai découvert sur cette vidéo que je me suis procurée. Elle date de juin 2012. Chef d'entreprise. Jean Stéphane, qui a dirigé la branche vaccin de GSK pendant 23 ans, y prend la parole devant des chefs d'entreprise pour leur expliquer comment il a réussi dans les affaires. Au niveau de GSK, nous avons acheté tous les brevets sur l'hépatite B. C'était la première fois qu'un vaccin était protégé par brevet. Nous avons tous les brevets. Et maintenant, vous les concurrents, si vous voulez venir sur le marché, mais vous allez devoir négocier avec nous. Et je pense que c'est comme ça que la société s'est créée et est devenue successful. Et puis après, on a développé, si vous voulez, des vaccins combinés, c'est-à-dire on a mis l'hépatite B avec tous d'autres produits qui n'étaient pas protégés par brevet. Et en faisant ça, on rendait évidemment les produits combinés protégés. Mais donc la stratégie, c'est pas plus compliqué que ça. Le laboratoire a donc cherché à créer un monopole. Et il a commercialisé des vaccins multiples parce qu'il les trouvait beaucoup plus rentables. Tous en bonne santé. Cette vidéo-là, qu'est-ce que ça vous inspire? Oh, je la trouve regrettable. C'est certain que dans l'environnement, des propos de cette nature, vus sur l'angle uniquement économique, posent question, celle que vous soulevez. Je la trouve regrettable en tant que telle, parce que les questions qui sont posées ne sont pas forcément les bonnes, et que ça jette une suspicion de plus sur un modèle économique qui est par ailleurs contesté. Plus cher, ces produits combinés sont aussi soupçonnés par certains patients d'entraîner davantage d'effets secondaires que les vaccins de base. Près de Mâcon, Karine Colombelli en est persuadée. Ce serait juste après avoir été vaccinée que sa petite Lolita aurait commencé à présenter des troubles neurologiques graves. Bonjour Lolita. Bonjour Lolita. Coucou. Ah, tu l'as vu? Merde. À l'âge de 2 mois, quand on a fait ses examens premier mois, deuxième mois, elle suivait parfaitement du regard, elle avait un très bon tonus. Il me disait que même c'était une petite fille qui évoluait plus vite que les autres, quoi, que vraiment elle était, je dis même elle babillait, et d'un coup tout a disparu. Elle est carrément devenue aveugle, pour ainsi dire, quoi. Il n'y avait plus du tout de connexion qui se faisait. Ouais. Bonjour Lolita. Ça va? Oui. Oui, tu crousses toi. Alors, ça va? Karine est loin d'être la seule dans ce cas. Aujourd'hui, plusieurs familles se sont réunies chez elle avec leur avocat, Maître Hartmann. Tout comme Lolita, le petit Owen, 2 ans, aurait lui aussi développé de graves symptômes juste après la vaccination. Et en fait, il y a vraiment eu, c'est vraiment arrivé 3 jours après la vaccination, quoi. En fait, non, même pas, c'est arrivé tout de suite, puisque il faisait que de dormir. Donc moi j'ai pensé que c'était la fatigue normale. En fait, il y a eu les effets immédiats et ensuite vous l'avez amené à l'hôpital ou chez le médecin 3 jours après. Une vingtaine de parents poursuivent aujourd'hui l'État et les laboratoires. Ils les accusent de ne pas les avoir assez informés sur le contenu des vaccins multiples. On a fait faire cette vaccination sans qu'on ait aucune information ni de quel vaccin allait être pratiqué auprès de Lolita, puisqu'on a découvert ensuite qu'elle avait été vaccinée avec l'hépatite B par exemple. Et là effectivement c'était un choc, quoi. Selon les autorités sanitaires, les vaccins multiples ne présentent pourtant pas plus de risques que les autres. En fait, dans le cadre de la procédure,
je mets en cause également l'État. Ah oui, parce qu'on a quand même un problème, c'est que nous, on a fait notre devoir de citoyen, on a vacciné. Voilà. Si on refuse de vacciner, moi, on m'a déjà essayé de me dénoncer de nouveaux services sociaux pour non-vaccination. Vu l'état de ma fille, il est hors de question que je refasse vacciner, on est bien d'accord. Mais c'est un vrai problème, quoi. Depuis notre tournage, un drame s'est produit. La petite Lolita est décédée. Il y a 6 mois, une pétition a été adressée à Marisol Touraine pour qu'elle donne le choix aux parents entre plusieurs vaccins. Elle a recueilli plus de 700 000 signatures. La ministre vient d'annoncer une grande concertation pour réformer la politique vaccinale dans notre pays. Et première piste pour redonner confiance dans la vaccination, la création d'un site internet pour mieux informer les parents et répondre à leurs interrogations. La création également d'un... Voilà, ici les interrogations donc vont continuer à le temps que l'envoyé spécial nous épluche les quelques dossiers depuis 2016 dont la ministre de la Santé a recueilli les 700 000 signatures pour pouvoir étudier le dossier concernant l'effet de l'État et les effets secondaires des vaccins obligatoires en France. Mais pour nous ce soir, nous continuons les interrogations. Le docteur Cyril, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Triste sort pour ce qui était réservé pour Lolita, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est là, le docteur Cyril? Oui, je t'en train de parler là. Oui, alors allons-y. Ça fait de la peine de savoir que la fille a développé beaucoup de symptômes neurologiques. Oui. Et elle a fini par décéder, quoi. Ça fait beaucoup de peine. Oui. C'est beaucoup de peine. Mais qu'est-ce que cette émission d'envoyé spécial vous suggère? Et pour le faire, je pose la problématique des GSK qui dit, et nous avons vu dans cet extrait-là, le journaliste qui fait l'enquête en assistant au séminaire, parce que le séminaire sur le leadership de managérial, le success story des entreprises, effectivement, on le fait, on balance les infos comme ça qui, plus tard, pose problème à l'entreprise. Donc nous voyons l'ex-directeur des GlaxoSmithKline, qui est cette entreprise qui a reçu l'exclusivité des vaccins, c'est-à-dire le brevet des vaccins de l'hépatite B, qui dit clairement en se vantant effectivement que ce modèle économique, ce modèle, ces façons de faire a permis à OGSK de réussir. Et vous avez vu la mine qu'a eu le nouveau directeur parce qu'il était gêné au niveau de la problématique posée par la journaliste et lui d'essayer de minimiser en disant que lorsqu'on voit sous l'angle économique, on a comme l'impression qu'il y a une situation, un problème, alors qu'effectivement l'entreprise avait pour but justement de réussir ce modèle économique. Est-ce que jusqu'ici ça ne montre pas toujours dans le sens où les gens qui produisent le vaccin sous réserve qu'on voit encore l'angle dans le destructeur du vaccin? Est-ce que ceci ne montre pas qu'en réalité ce qui les importe ce n'est pas la santé des enfants, la santé de la population, mais la réussite et l'accroissement de leur entreprise? C'est la question posée. Ouais, bon, c'est que j'étais en train de répondre précédemment, hein, après que tu aies posé la première question. Je crois que la journaliste elle-même, elle a manqué cette vidéo à ce directeur de la communication à dessein, hein, oui. Et pour lui faire comprendre que voilà ce que ton directeur général est en train de dire. Donc en fait, c'est clair comme l'eau de roche que ce n'est pas pour la santé de qui que ce soit qu'ils prennent achètent des brevets. Ils essaient d'établir des modèles économiques pour fructifier l'entreprise. Quant aux conséquences qui pourraient surgir du fait de la combinaison des vaccins qui eux-mêmes déjà, de façon isolée, sont déjà assez problématiques. Ça, c'est le cas de leurs soucis. Ils n'ont rien à cirer. Et il faut qu'il fait juste semblant d'être gêné parce que là, je ne lui pose la question, mais à la vérité, vraiment, qu'est-ce qu'il a dans le fougue, comme on dirait au quartier. Je crois que c'est son problème, ça. Merci. Docteur Yassine, vous avez la parole. Oui.
Ou bien toi également, bonsoir. tu es également gêné par le fait qu'on dénonce ce soir. Pourquoi tu calmes comme le directeur, comme c'est DGSK? Non, en fait, ça fait mal en principe. Hein. Surtout quand c'est un sort qu'on afflige aux enfants, aux bébés, aux gens innocents. Et tout ça, l'État est participant de ces choses. Avant même de parler, je voulais même donner une petite information juste entre parenthèses. Tout de suite là, on disait que le nombre de morts du coronavirus en France est passé de 112 à 562 en moins de 24 heures. Et que le nombre de patients est quitté de 940 à 6000 en une soirée ou en moins de 24 heures. Et le nombre de patients qui ont été pris en soins intensifs était d'environ 1500. Je referme juste la parenthèse. Pour revenir à ce que tu disais, c'est vraiment très triste de voir des enfants subir un pareil sort. Un enfant qui se porte bien portant et subitement elle développe des anomalies neurologiques. Ça, c'est pour elle un problème, c'est aussi pour sa mère, parce qu'il faut bien se dire que sa maman devra, ou bien sa famille devra en principe prendre soin d'elle toute une vie. C'est la même morte déjà. Je crois, si j'ai bien suivi, elle est morte. C'est dommage, très dommage. Surtout quand l'homme ne pense que l'homme se croit intelligent. Tu vois, parce que quand il dit ça, tu vois comment ce monsieur-là parle avec assurance, il parle comme s'il avait fait un exploit, n'est-ce pas, en passant de 3 vaccins à 6 vaccins. Il parle comme un exploit, il parle comme une stratégie. Mais je ne suis pas sûr, je ne suis vraiment pas sûr que si tu lui présentes le nombre de morts que sa stratégie a engendré, il sera capable en tant qu'être humain, qui c'est vraiment père d'enfant, de garder ça comme ça et de pouvoir continuer à dire ce qu'il dit là. Je doute fort. Bon, sauf si il y a plusieurs autres humains sur cette terre. Donc c'est ce que j'aurais à dire. C'est dommage. Oui, déjà dans le cadre de l'une des émissions que nous faisions ici, nous avons vu l'interview de Serge Radet, qui était un pharmacien qui faisait état de la statistique selon laquelle il y en avait plus de 3,5 milliards de dollars de dommages et intérêts issus de ces problèmes de vaccination du côté de l'Amérique. Et pour les victimes des vaccins contre le cancer du col de l'utérus, la HPV, 85 000 cas ont été recensés du côté des États-Unis, et puis près de 389 décès, ce qui n'est pas rien, avec beaucoup de dizaines de problèmes neurologiques. Donc lorsqu'on regarde déjà ces statistiques-ci, est-ce que ça ne veut pas pousser l'OMS ou bien encore l'État, s'ils avaient de bonnes intentions, à arrêter ces choses-là, cette machin, comme disait le général de Gaulle? Il pose la question au docteur Bamba Iba, je crois, ou bien aussi le docteur Racine est encore là. C'est bon, je laisse la parole au docteur Bambaïba. Je crois qu'il saura mieux nous entretenir sur ce thème. Est-ce qu'avec Abidjan, ça va là-bas? Non, mais oui, bon. En fait, mon frère, il n'y a pas d'autre mot. Je ne sais pas si vraiment, c'est vraiment la sorcellerie à jour frisant qui est en train d'être pratiquée. C'est pas autre chose. Parce que on entend ce monsieur qui raconte que il a racheté tous les brevets sur l'hépatite. Oui, l'hépatite B. Et puis, il prend et il va imposer maintenant en fabriquant, en rajoutant 5 autres vaccins à ce vaccin-là. Donc, en rendant obligatoire, c'est-à-dire qu'il impose les autres vaccins. Oui. Mais ne jette pas les conséquences, les effets secondaires, tout ce qui va arriver. Et ils ont des soi-disant des sorciers qui sont avec eux, qui disent qu'ils sont des scientifiques, qui viennent, qui leur disent que non, il n'y a pas de risque, machin. Pendant que les pauvres parents sont là avec leurs enfants, qui deviennent débiles et tout ça, qui doivent gérer toute une vie. Mon frère, ça c'est pas la sorcellerie, ça. C'est terrible. Franchement.
Maintenant, bon, cette histoire d'OMS et tout ça, tout cela ils sont gouvernés par qui? Bonne question. C'est les mêmes gens. Donc, ils jouent leur partition, mais ce qui est sûr, chacun aura des comptes à rendre au Seigneur à la fin. Absolument. Et c'est à la fin de cette émission, lorsque nous allons conclure avec l'aspect biblique, que nous allons voir le sort réservé à tous ceux qui détruisent dans le corps et le temple du Saint-Esprit. Le temps pour nous de dire un bonsoir particulier à un médecin, un chevronné, un manipulateur des éléments des laboratoires. J'ai signé le docteur Gaël Temge, pharmacien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bienvenue, bonsoir frère Junior, bonsoir à tous les médecins, les pharmaciens, les autres. Pour le Seigneur. Voilà, les autres médecins, tes collègues ont dit que tu les as insultés en tant que médecin, que tu les as appelés sorciers. Comment ça? Il a dit comment un médecin peut appeler son collègue sorcier. Bon, frère Junior, moi je crois que en réalité, dans notre contexte, la sorcellerie, c'est quand tu n'arrives pas à expliquer quelque chose. C'est-à-dire quand quelqu'un fait quelque chose que tu cherches l'explication, tu ne trouves pas. On appelle ça la sorcellerie. Donc, puisque nous n'avons pas, on n'a pas d'explication, c'est pourquoi tu veux un raccourci. On appelle ça la sorcellerie. C'est un peu comme quelqu'un a dit que l'homosexualité. Il n'y a pas d'homosexualité dans notre langage africain. Si ton grand-père te dit, va dire que les sorciers, et toi ne connais pas comment on fait l'homosexualité. Ça passe dans mon patois, moi je suis le Bouddha, on ne connaît pas comment on appelle ça. Donc c'est la sorcellerie. De la même façon que quelqu'un qui tue les gens, c'est un sorcier. Il sait que ça va tuer quelqu'un. Donc c'est la sorcellerie. On appelle ça la sorcellerie. Les personnes qui font ça vraiment, je ne crois pas qu'il y a autre façon. Je crois que c'est la méchanceté à un niveau quand même, c'est terrible. Voilà. C'est pas que je vais rappeler. Voilà la justification. Pour ajouter la chloroquine dans ton verre, non. Pour ajouter de l'eau dans ton moulin, je vais poser la question autrement. La dernière fois où les deux dernières parties de cet enseignement, nous avions vu, et j'ai cité que sur le site de l'OMS, édition du 5 décembre 2018, l'OMS vantait les 10 prouesses de la vaccination en stipulant qu'en réalité, si on continuait comme ça à cette échelle à vacciner les enfants sur le continent, et particulièrement dans le tiers-monde, on réduirait le nombre de mortalités de plus d'1 million, plus de 2 millions de personnes qui meurent. Et ici, nous sommes en train de voir manifestement qu'en réalité, tout porte à croire que l'OMS est des connivences avec des grandes multinationales pour faire plutôt la destruction. Qu'est-ce qu'on peut dire au sortir de toutes ces émissions et bien d'autres que nous allons voir ce soir? Est-ce qu'ils sont sincères, tous ceux dont-là, qui sont des grandes personnes de cette monde que nous respectons et qui nous dirigent? Non, je crois qu'ils sont des mèches. On ne peut pas dire avec sincérité que l'OMS soit un organisme à même de juger de son impartialité. C'est-à-dire quelqu'un qui te finance tu ne peux pas juger du travail de quelqu'un qui te finance. C'est l'industrie pharmaceutique qui fait vivre l'OMS. C'est un peu comme si l'Union africaine aujourd'hui commençait à se plaindre de ce qui se passe en Europe, puisqu'on sait que c'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine. Donc l'OMS ne peut en aucun cas exposer l'industrie pharmaceutique. Donc, l'OMS, c'est une organisation vassale. L'industrie pharmaceutique est au-dessus de l'OMS. Même comme on présente, on donne l'impression que c'est l'OMS qui dirige. Ça n'a rien à y voir. Les industries imposent leurs lois et l'OMS subit et obéit. Donc, ils font des choses exprès. Il y a tellement d'enjeux économiques et spirituels derrière cette affaire. Ils ne peuvent rien. Ils prennent l'argent l'OMS pour faire les coûts. Ça, c'est l'industrie qui finance. Donc, l'OMS a un conflit d'intérêts sérieux dedans. Ce qui fait qu'ils sont engagés. Dans la main qui donne, c'est elle qui commande. Naturellement, la main qui donne, c'est celle qui commande. Et l'OMS n'a aucune source de revenus d'argent pour dépenser des milliards sur toute la planète, sur tous les fronts. Il faut bien que ça vienne de quelque part. Donc, celui qui donne l'argent, qui donne la direction à suivre. Si l'industrie décide que si le vaccin, et dit à l'OMS que tu dois me mettre cette affaire sur le marché parce que
Comment l'OMS va fonctionner? Comment les fonctionnaires qui touchent des centaines de millions, qui voyagent en première classe dans le monde entier, partout, comment ils vont vivre sans l'industrie pharmaceutique? Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, ça veut dire que fermer GSK, les entreprises, les multinationales comme GSK, c'est fermer effectivement l'ONU et empêcher l'ONU de fonctionner, l'Organisation mondiale de la santé de fonctionner pour parler du sous-branchement de cet organisme de l'ONU. Effectivement. Effectivement. Voilà. Mon frère, avant de continuer sur ce volet-là, tu es en Italie, n'est-ce pas? Oui. Et le coronavirus fait apparemment plus de dégâts en Italie que dans tout autre coin du monde. Effectivement. Je pose la question à cause de l'entretien que nous avons eu la dernière fois dans la deuxième partie de cette émission avec information comme toi, Serge Radet, qui faisait état du fait que les vaccins qu'on vaccinait sur les enfants, on avait recensé 876 000 cas des effets secondaires. Et qu'il a dit que c'est le deuxième cas des effets secondaires des maladies manifestées en étude en Italie. Et l'agence de la sécurité des médicaments avait recensé les fièvres récurrentes, les comportements anormaux, les troubles neurologiques, avec le corps qui ne puisse pas éliminer l'aluminium facilement, alors qu'avant on utilisait le phosphore. Pourquoi l'Italie est de façon stigmatisée par ce centre? Pourquoi ça devient comme l'épicentre même de ces phénomènes-là, chaque fois qu'il y a des catastrophes? Qu'est-ce qui se passe en Italie? Vous avez fait quoi contre ces maladies? Ou bien, quel est le problème avec vous? Je crois que le problème peut se retrouver à plusieurs niveaux. Il y a le problème spirituel naturellement, mais il y a aussi le plan humain, c'est-à-dire si on veut parler à la personne des hommes, il y a la gouvernance. Il y a la gouvernance, il y a la politique qui est en Italie, la politique qui est la politique de santé. Je crois qu'il y a un problème. Naturellement, il y a des personnes qui tirent des ficelles en haut et qui font subir cela à ceux qui sont dans le bas plus. Dernièrement, je connais l'exemple des familles qui sont ici, qui se plaignent. Oui. L'imposition. Il y a un grand combat en Italie, même quand j'étais à l'université de Vérone, là, il y a un combat aujourd'hui, il y a quelques personnes qui lèvent la tête, même parmi eux, il y a parmi quelques médecins qui essaient de dire non, nous ne sommes pas pour ces vaccins-là, il y a des problèmes. Mais le lobby pharmaceutique est tellement puissant. On organise des conférences. Moi-même, j'ai vu des conférences. Je suis parti à des conférences où le lobbying, on met tout le monde à l'aise, on essaie d'influencer. C'est ça, on influence les pensées des personnes. C'est-à-dire, on veut vous faire marcher comme des animaux. En fait, je crois que l'Italie a une place centrale dans leur projet. Je ne sais pas exactement à quel niveau est-ce que ça joue, mais l'Italie a une place centrale. Parce que beaucoup de ces organisations-là aussi, certaines qui sont présentes ici, je veux dire, il y a beaucoup de centres de recherche en Italie. Juste ici, je ne sais pas pour quelle raison. Beaucoup de centres de recherche. Mais c'est ici qu'on a les problèmes les plus bizarres. Oui. Jusqu'à présent, personne n'a une explication sérieuse à ce que tu as calculé comme question là pour le frère Junior. Il n'y a aucune explication, même par rapport au problème de coronavirus, personne n'a donné une explication sérieuse. Oui. Parce que l'Italie n'est pas le seul pays où il y a la population vieille. L'Italie n'est pas le pays où le système de santé, où il n'y a pas de matériel. Donc, le problème est ailleurs. Oui. Certains même à penser à une certaine conspiration. Est-ce qu'on n'est pas en train de tuer certaines personnes par derrière dans cette affaire et accuser le coronavirus? Parce que ça devient un peu inquiétant. Que les gens ne peuvent même pas aller à l'hôpital. Parce que c'est bizarre, c'est très bizarre. Okay. Donc, les gens peuvent se les garder. Et voilà. En tout cas, une citation attribuée au colonel Muammar Kadhafi dit ici qu'ils créeront eux-mêmes les virus et ils vous vendront les antidotes par la suite, faisant semblant de prendre leur temps pour trouver la solution alors qu'ils l'ont déjà. Que dites-vous de cela? C'est vrai. C'est vrai et c'est le cas. Je crois qu'on ne peut pas avoir un virus. Je crois qu'avec... Si la science est véritablement celle que nous avons vue à l'école, on ne peut pas se retrouver aujourd'hui avec un virus dont le génome est connu. Parce que moi, j'ai fait la biologie hier.
ce nom est connu, quelqu'un dit, et tout porte à croire que la forme sauvage a été patent, comment on dit en anglais, on appelle ça comment? Breveté, la forme sauvage du but. Et qu'aujourd'hui on se retrouve avec 2 souches. Non, je crois qu'il y a quelque chose quand même de bizarre dans cette histoire. Il y a trop d'incohérences qui fait que l'élite mondiale ne peut pas nous expliquer cette histoire. Ouais. Juste comme ça de nulle part. Il y a trop d'incohérences. Le laboratoire qui a été inauguré il y a de cela 2 ans à Yuan est précisément pourquoi toutes ces coïncidences. Il y a de quoi se poser des questions quand même. Oui. Et il y a trop de coïncidences. Et un chercheur de laboratoire avait dit qu'il n'y a pas de génération spontanée. C'est terrible. On les cultive nécessairement quelque part dans un laboratoire, on les lâche dans la nature, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et ce n'est pas les seuls laboratoires. Il y a aussi les laboratoires de cette même nature en France. Ok. En tout cas, nous allons... Oui. Nous allons prendre qui maintenant? Docteur Rennes, est-ce que le docteur Rennes est là? Parce qu'il veut poser la question concernant son pays. Je suis là, non. Voilà. La dernière fois, dans la dernière partie de cette émission, si tu donnais conseil au gouvernement, et tu avais dit que tu étais de quelle nationalité déjà? Camerounaise. La nationalité camerounaise. Je crois que le mardi 17 mars 2020, justement, pendant qu'on parlait, nous parlions de cela ici, le ministère de la Santé publique avait envoyé sur les téléphones portables de chacun des Camerounais pour suivre tes traces, en disant que grande campagne de vaccination du 20 au 22 mars, des agents de santé passeront à votre domicile pour administrer le vaccin contre la polio aux enfants de 0 à 5 ans. Ont-ils suivi ton conseil? J'espère qu'ils ont bien suivi mon conseil, mon frère. Mais ils ont dit qu'ils vont passer pour vacciner. Et qu'est-ce que tu leur avais dit la dernière fois? Je leur avais dit de ne même pas y aller. Et ils ont répondu en envoyant le message qu'ils descendent plus tôt. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu peux leur dire ce soir? Ah, mon frère, je leur dis encore, vraiment, je les autres à ne pas y aller parce que ce n'est pas normal. Avec tout ce qu'on est en train de voir, avec tout ce qu'on a dit ici, si quelqu'un se lève encore pour aller faire vacciner son enfant, et surtout, en cette période, vraiment, la personne, je sais pas s'il faut la chicoter ou je sais pas. Je sais pas. Ce serait tombé de nuit de voir des médecins de conseiller les gens de ne pas les vacciner, non? C'est vrai que c'est assez atypique de voir des médecins qui se regroupent comme ça pour dénoncer certaines choses, mais il faut que les gens comprennent que ce sont des réalités. Comme on a dit la dernière fois, que chacun fasse ses recherches et ils verront que ce qu'on dit ici, ce sont des faits réels, c'est la vérité. Exact. Il y a des articles, il y a des preuves, mais que chacun fasse attention et que chacun fasse ses recherches. Voilà, je reste avec toi avant de passer aux vidéos suivantes pour que nous puissions disséquer le temps. Je crois que je ne sais pas si le frère Ibana a dit quelque chose concernant cette vidéo, mais je reste avec toi. Le cas de Lolita, dont l'effet secondaire a fini par conduire à la mort, a poussé les gens dans le reportage que nous venions de suivre. Et cela, cette femme a formé une association qui a récolté, dit-on, 7000 signatures et qui a poussé la ministre de la Santé à dire qu'un projet de loi sera élaboré. Là, il était question de laisser le choix aux parents de choisir le vaccin. Ça, nous étions dans cette émission-là le 11 février 2016. 2 ans plus tard, le 1er janvier 2018, 11 vaccins sont déclarés en France obligatoires. Peut-on dire que la ministre a répondu favorablement ou bien l'a exagéré ou bien l'a plutôt fait la sourde oreille avec le timing de ce qui s'est passé? Bien sûr que non. La preuve, 2 ans plus tard, on a je ne sais pas si c'est doublé ou c'est triplé le nombre de vaccins. Oui, de 45 € à 120 €. C'est ça. Et les 11 vaccins en France sont devenus obligatoires depuis 2018. Oui. Donc, reste à croire que vraiment, toutes ces plaintes-là, tout ce que les parents font, même s'il y a mort, ils s'en fichent complètement. Ils s'en fichent complètement parce que de toutes les manières, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Si quelqu'un nous entend en France, qu'est-ce que cette personne de la France doit faire? Parce qu'en réalité, quand la France commence pour entrer dans son territoire bientôt, à l'âge de 2 ans, 0 à 2 ans, vous devez avoir les mêmes conditions que cela. Mais si quelqu'un nous écoute, c'est vrai qu'en France,
c'est difficile parce que ces vaccins-là sont obligatoires avant que les enfants n'aillent à l'école, quand ils vont s'inscrire à la crèche, déjà dès le bas âge, on demande aux parents est-ce qu'ils sont vaccinés, il faut un carnet de vaccination. En fait, c'est vrai, les parents ont les mains liées, ils ont vraiment les mains liées et malheureusement, c'est à ça qu'on arrive. Et donc, il faudrait vraiment que les gens se retournent vers le Seigneur et de prendre des décisions assez radicales de ne pas pouvoir vacciner, quitte à aller même en prison pour ça. Il faudrait qu'on en assume les conséquences. Donc, parce qu'on voit comment la finissent. Donc, et la pédophilie, elle est décidée, finalement. Donc, voilà. Et ça ne fout rien à personne. Et donc tu attires l'attention des parents maintenant de se rebeller contre l'État, c'est ça? En masse, comme ça, ils n'auront plus de place en prison et par conséquent, ils vont se fatiguer et ils vont changer cela. C'est ça? Je ne pense pas que ça va changer grand-chose, mais je pense que par parents, singulièrement, ça aidera à faire en sorte que, même s'ils vont en prison, ça fait rien, au moins les enfants seront en vie. Et voilà. Je ne dis pas qu'il faut se révéler, mais il faut quand même faire quelque chose. Ok. Merci, ma soeur. Le docteur Bambaïba, est-ce qu'il a dit quelque chose concernant cet état, cet effet? C'est avant que nous passions aux vidéos suivantes. Oui, mon frère, j'avais déjà parlé. Hein. Ok, tu étais déjà intervenu. Tu étais le premier de la classe. Donc, nous prenons la prochaine vidéo. Si vous voyez mon écran déjà, vous me dites comme ça, on projette la prochaine vidéo. Vous voyez? Oui, on voit. La prochaine vidéo concerne la vaccination et les vérités qui sont indésirables. Telles que dites, vous pouvez le retrouver sur YouTube. On écoute. Michel Georget, vous êtes professeur de biologie. Michel Georget, vous êtes professeur de biologie. Vous avez... Je suis en retraite. Honoraire. Voilà, exactement. Vous avez quand même quelques compétences. Vous avez beaucoup travaillé sur les vaccins, justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne un vaccin? Oh, c'est relativement simple. Le vaccin est destiné à faire produire au système immunitaire une première réponse avec un pathogène atténué, voire inactivé. Un pathogène, c'est quoi? C'est un microbe, un virus, une bactérie, de façon à faire développer au système immunitaire une première réaction avec donc des éléments atténués ou inactivés, de façon à ce que cette réponse immunitaire qu'il développe le protège le jour où il rencontrera le même pathogène, le même microbe, mais sauvage, c'est-à-dire non inactivé. Par exemple, quand on se blesse, on fait tout de suite une sérologie... Ah, ça c'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose, justement. C'est pas la même chose. Non, si vous êtes blessé et que vous avez peur de contracter le tétanos, si on vous fait une sérologie, c'est une injection de sérum antitétanique qui contient certes des anticorps, mais ce n'est pas vous qui les avez fabriqués. Ce sont des anticorps qui sont préalablement présents dans l'ampoule et qui seront éliminés dans les semaines qui suivent cette injection. Donc là, ça, c'est la sérothérapie, ce n'est pas la vaccination. C'est pas la même chose. Actuellement, quels sont les vaccins obligatoires? Eh bien, légalement obligatoires, c'est-à-dire pour lesquels une loi a été votée et des décrets d'application exprimés, eh bien, il y a 3 vaccins obligatoires contre diphtérie, tétanos et polio. Malheureusement, ce vaccin n'est plus disponible sur le marché. Lui, la fabrication a été arrêtée sous le faux prétexte qu'il provoquait davantage d'allergies, alors qu'ils ont été utilisés pendant des décennies sans aucun problème apparemment. Et donc, qu'est-ce qu'on a rajouté à ces... Alors, on ajoute, dans un premier temps, on a ajouté une 4e valence qui est la coqueluche, puis une 5e qui est l'hémophilus, c'est-à-dire une bactérie qui peut provoquer des méningites ou des atteintes de l'oreille chez les nourrissons, et puis une 6e valence qui est l'hépatite B. Mais ces 3 dernières valences, coqueluche, hémophilus, hépatite B, ne sont pas obligatoires, mais elles sont associées aux 3 obligatoires dans des vaccins qu'on appelle hexavalents, c'est-à-dire il y a 6 valences. Et à votre sens, pourquoi ça a été... Quelle est la stratégie? Vous pensez que c'est la stratégie, financier? je pense que c'est une stratégie financière, parce que le vaccin DTP, bon, je n'ai plus en tête le coût du vaccin, mais c'était, comme on dit vulgairement, 3 francs 6 sous, et alors que les vaccins hexavalents sont beaucoup plus chers, je crois, de mémoire, je crois que c'est 7 fois plus cher. Mais il y a eu entre-temps des vaccins tétravalents, ou pentavalents, qui ne contenaient pas l'hépatite B ou qui ne contenaient pas l'hémophilus, mais qui contenaient la coqueluche.
mais ces vaccins ne sont plus disponibles sur le marché. Ce qui fait que les familles sont pratiquement obligées, s'ils veulent faire vacciner leurs enfants, de prendre le vaccin hexavalent. Mais ils vont reproduire, ils vont refabriquer ces vaccins parce que techniquement, il ne semble pas qu'ils en aient l'intention. Ah, donc c'est très... Oui, parce que refaire une chaîne de fabrication leur coûterait très cher et les obligera à vendre un vaccin qui ne serait pas rentable. Ça pose la question du calendrier vaccinal. C'est-à-dire à quel moment il est nécessaire de faire vacciner son enfant et est-ce qu'on n'a pas une charge trop importante de vaccins C'est sûr qu'il y a une charge énorme de vaccins. J'ai fait le calcul, là, il y a quelques jours d'ailleurs, sur le nombre d'antigènes, c'est-à-dire d'éléments étrangers contre lesquels le système immunitaire doit réagir. Quand vous faites, alors je crois que c'est à 2 mois, 3 mois et 11 mois, 3 séries d'injections qui contiennent ce qu'on appelle le DTCAP, c'est-à-dire diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, polio, auquel on ajoute l'hémophilus, l'hépatite B, et auquel on ajoute aussi, dans une autre injection, les vaccins contre les pneumocoques, qui sont responsables de... Michel Georget, vous êtes où? Alors, le frère, où est le frère Ebao et le docteur le docteur Gaël Tengue, ils sont où? On prend qui là? Oui. Une fois de plus, voici un docteur qui soutient le vaccin dans cette émission des mots, M-A-U-X, et des mots, M-O-T. Dans l'émission, dit clairement, en citant effectivement cela, il dit que les vaccins hexavalents ont été imposés parce qu'il ne veut plus faire le tétravalent, pentavalent, bivalent même, parce que ça leur coûte trop cher et ça ne sera pas rentable. Une fois de plus, le problème économique surgit avec ces vaccins-ci. Qu'est-ce que tu en penses? Comme toujours, frère Junior, comme toujours, le problème économique, ça remporte la santé. Malheureusement, c'est pas. Et l'industrie n'a pas pour but de perdre. Elle veut se faire le maximum. Quand j'ai vu, je veux dire, quand je suis entré dans une industrie pour la première fois et que j'ai vu comment les managers de l'industrie pharmaceutique, le discours qu'on tient. J'ai mis les mains sur la tête. Dis-nous, qu'as-tu entendu? Je dis que les gars font comme pique dans les boutiques. Ils ont place des bars. Cette année, on doit vendre tel montant. Je dis, c'est incroyable. On ne fait même pas allusion à la santé. Combien de patients. Est-ce que vous avez eu? On ne fait même pas allusion. Je dis, c'est le commerce pur. Quand tu entres je dis, à un niveau, tu te poses la question de savoir, est-ce que c'est vraiment cette affaire-là ici? Non, enfin, c'est incroyable. Oui. Et pourquoi on fait tout? S'il y a une façon de réduire le prix, et même si ça va impacter sur la qualité, on va le faire. Donc, réduire le prix de production et augmenter le prix de vente. Quand je dis réduire le prix, ce n'est pas le prix sur le marché, c'est le coût de production. Voilà. S'il y a une façon de réduire le coût de production, même si ça va impacter sur la qualité, ils vont le faire. En vous maintenant, même à l'extérieur, non, c'est quelque chose de... Ils le font exprès, ils le font à dessein avec la complicité des gouvernants. Encore une fois de plus. Voilà. Oui, et toi, étant dans cette conférence-là, n'as-tu pas crié au scandale ou bien leur posé la question pourquoi ils ne pensent pas au bien-être de la population? Je n'étais même pas invité. C'est déjà, en fait, c'était là le départ. J'ai fait un stage dans une entreprise et donc j'étais dans le département des affaires réglementaires. Et j'ai donc aperçu la présentation, puisqu'ils ont les présentations en ligne. Puisque quand tu n'es pas si tu n'es pas dans l'entreprise, vous savez qu'il y a les systèmes des mails sécurisés et les vidéos sécurisées de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est là où j'ai pu regarder un peu les vidéos, regarder comment les séminaires, comment les conférences se passent. Le discours qui est tenu au manager est un discours de commerçant, mais à un niveau... De marketing à la harcelée. Je dis, ça n'a rien à voir avec la santé, mais c'est dégoûtant. Et avec la pression qu'on met aux médecins, je vous assure vraiment,
les médecins souffrent entre les mains de l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire quoi? Le but pour lequel on les réunissait, c'était de faire preuve, et là il y aura les publicités, là, ils vont vanter les mérites de leurs produits, montrer, d'autres volets vont montrer à l'État la nécessité de vacciner les enfants pour qu'ils puissent vendre leurs produits, faire écouler leurs produits, c'est ça? C'est ça. On les fuyant, on utilise ceux qui, puisque le bas peuple n'a pas accès à l'industrie, le bas peuple ne parle pas avec l'industrie pharmaceutique. Et nous vivons dans une société où on a fait croire à la population que le médecin est la personne sur qui tu dois faire reposer tes espoirs. Du coup, si le médecin conseille la femme que vaccine-toi et vaccine tes enfants, elle va le faire. Dans l'industrie pharmaceutique, tous ces espoirs sur les médecins essayent de les influencer, ce qu'on appelle les key opinion leaders. Puisque même dans les groupes de médecins et tout ça, il y a ceux qui ont eu la dominance. Si tu parles à l'Ordre national des médecins du Cameroun, par exemple, on va te dire que voici les médecins que si tu les touches, tu es capable de dominer tous les médecins du Cameroun. Donc ce sont les leaders. Voilà. C'est avec eux que les entreprises jouent. C'est avec eux que l'industrie... Ce sont des gars qui voyagent en première classe pour venir à la conférence. C'est les gars qui prennent l'argent, qui ont leur cachet qui arrive à la fin du mois ou après chaque 3 mois ou après 6 mois. C'est les gars qui ont une assurance. C'est les gars qui... Mais quand on va te parler de vacciner, il ne peut pas être contre. Il ne peut pas. C'est terrible. Non, c'est terrible. C'est terrible. Mais si, je reste une fois de plus avec toi parce que tu es l'un des personnes qui travaillent, personnes ressources qui travaillent des proches dans ce domaine-là, dans le laboratoire. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent que tu es pharmacien. Alors, ce docteur que nous venons de suivre dans la précédente vidéo parlait des différents vaccins et de la périodicité de ces vaccins-là. Et il explique le vaccin, le pourquoi du vaccin. Par exemple, si nous prenons le cas du vaccin contre la rougeole, c'est un élément de la rougeole qu'on injecte dans le corps pour permettre au corps de reconnaître le virus plus tard et de le combattre. Je pose la question, est-ce que le corps humain, de telle enseigne que les systèmes de défense humains sont préparés, est-ce qu'ils ne sont pas préparés dans des éventualités de guerre et c'est assez métamorphosés pour pouvoir s'adapter? Bien sûr que l'organisme est préparé à faire face à cela. La question en réalité que nous devrions nous poser, c'est-à-dire nous les Africains même qui aujourd'hui faisons face à tout cet acharnement de l'industrie et tout ça. Nos parents, nous avons vu en Afrique de nos yeux, c'est-à-dire nous sommes témoins dans nos villages, des mamans qui ont accouché 8 fois. Les enfants sont vivants, qui ont grandi dans la poussière, dans la boue. Il y a quand même une question qui... Je me suis posé une question un jour. Quand on regarde la quantité de vaccins qu'on donne aux enfants, quand tu accouches un enfant à l'hôpital, on te dit que tu ne peux pas lui faire ceci, il ne peut pas manger, tu ne peux même pas lui donner de l'eau avant un certain moment. On te donne l'impression que l'enfant là est tellement fragile. Mais quand il faut lui injecter le vaccin, il n'est plus fragile. C'est quand même mieux. La quantité de produits qu'on prend dans un vaccin pour donner à un enfant, ce n'est pas... Il y a même des immunologues qui disaient que le système immunitaire de l'enfant est fragile, donc tu ne dois pas lui donner les aliments, tu ne dois pas... Les mêmes personnes te donnent un virus atténué ou bien... Vous voyez que c'est une contradiction. Pour activer l'organisme de l'enfant, si un enfant grandit normalement, il va faire face à tout ça de façon naturelle, comme Dieu a voulu. Oui, notre organisme est préparé à cela. Donc, on n'en a pas besoin. Voilà. Docteur Bambaïba. Oui, allô mon frère. Oui, même question. Voilà. Est-ce que l'homme peut se passer, est-ce que nous pouvons nous passer effectivement de ces vaccins qu'au fil du temps, les médecins, tes amis, tes frères, tes collègues, tes sorciers, tes amis sorciers, ont eu à mateler notre esprit pour nous faire habituer avec la connotation du vaccin au point où on a du mal à s'en séparer. Est-ce que la façon que le système immunitaire de l'homme est conçu, est-ce qu'on peut s'en passer? Non, mon frère, ça là, c'est même pas une question à poser. Le concepteur même de l'organisme humain, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait, et la Bible dit que tout ce qu'il a fait est bon. Donc forcément, il a conçu le système immunitaire de sorte que
bien évidemment, l'organisme humain puisse se défendre aussitôt. Regardez, quand l'enfant naît, quand il sort du ventre de sa mère, normalement, il est vieux. C'est-à-dire qu'il est sans microbes. Dès qu'il sort, à la première bouffée d'oxygène qu'il va respirer, quand les poumons se déploient, c'est comme ça. Quand les poumons se déploient, puisqu'il était dans l'eau, quand les poumons se déploient, il crie. C'est pour ça qu'il crie, parce que ça fait mal, la première respiration. Mais dès cet instant-là, il commence à être colonisé par les microbes. C'est pour ça qu'on demande à la maman ou au personnel, en tout cas, qui assiste la femme pendant l'accouchement, de mettre l'enfant aussitôt sur le sein de sa maman, pour que dans les 30 minutes à 1 heure, là, de le mettre aussitôt sur le sein de sa maman pour qu'il reçoive ce premier lait jaune qui contient les anticorps que sa maman a, c'est-à-dire toutes les maladies qu'elle a eu à faire, tout ça, elle a les anticorps, tout ça, ça passe dedans. Déjà pour le protéger, pour le vacciner. Maintenant, il poursuit l'allaitement, il reçoit toujours les anticorps, donc qui le protègent encore davantage. Donc jusqu'à l'âge de 6 mois pour qu'il soit relativement plus autonome maintenant pour commencer à manger la nourriture, les autres nourritures, la bouillie et tout ça. Maintenant, continuant l'allaitement jusqu'à l'âge de 2 ans. Tout ça pour qu'il continue de recevoir les anticorps. Mais les anticorps sont des cellules vivantes que tu ne vas pas retrouver dans les autres aliments, dans le lait artificiel et tout ça. Donc c'est comme ça qu'il est et pendant ce temps, son système immunitaire continue, se défend, et puis il fait ses armes. Donc en principe, il n'a pas besoin de vaccination en réalité. Donc le corps humain est capable, d'après son concepteur, de faire face à un ennemi invisible et se réorganiser pour pouvoir se protéger contre les éventuelles agressions des ennemis inconnus. Tout à fait, tout à fait. Mais pendant qu'il n'est pas encore vraiment capable, il reçoit les anticorps du sein de sa maman. Oui. Tu vois? Donc, si on respecte vraiment ce que le Seigneur dit, comment il faut nourrir l'enfant et tout ça, normalement, on n'a pas de problème. Mais c'est parce que l'homme, lui-même, il va chercher des détours. Il s'en va prendre manger des bœufs pour donner à son enfant. Donc, finalement, il a des problèmes. Donc, c'est ça. Maintenant, ces vaccins, ces gens, ils ne sont pas sérieux. Regardez, il y a un gars, un monsieur, un grand médecin, chirurgien britannique, qui se nomme Andrew Wakefield, donc qui dans les années 89, il avait publié une étude dans une revue scientifique prestigieuse qu'on appelle The Lancet. C'est l'une des plus grandes revues de médecine au monde. Et il a montré le lien entre la vaccination donc au ROR, donc au rougeole, oreillon, rubéole, et puis les crises d'autisme que les enfants faisaient. Donc, et l'autisme. Donc, il a fait ce lien-là. Et puis, par derrière, après, d'autres viennent dire que non. En fait, c'était sa méthodologie était nulle. C'est impossible que le gars puisse publier dans The Lancet sans une méthodologie solide. C'est pas possible. Tu vois? Mais les sorciers, par derrière, vont venir pour détruire tout ce que... Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que ces scientifiques-là, c'est eux le problème. C'est eux, parce qu'ils sont achetés par l'industrie pharmaceutique, vont venir par derrière pour dire que non, c'est faux, ce sont des histoires, il avait des intérêts, machin, des commerciaux et tout ça derrière. Et puis, bon, voilà, ils vont réussir à emballer les gouvernements, les gens qui eux-mêmes sont soudoyés par derrière aussi, par ces grandes firmes pharmaceutiques. C'est ça le problème. Ça. Ouf. On entend des choses là. Docteur Yassine.
Oui, frère, Oui. Le frère Eba vient de dire que quel qu'en soit ce que les docteurs vont faire, quand quelqu'un découvre quelque chose qui va dans le sens d'améliorer la condition humaine sans qu'on ne dépense de l'argent des industries pharmaceutiques, les autres scientifiques seront soudoyés pour pouvoir balayer dans le revers de la main les découvertes de ceux-là. Est-ce que tu es d'accord? Oui, bon, en fait même, hein, je vais encore un peu le temps encore d'ouvrir juste une parenthèse. Coronavirus, 800 morts en Italie, à présent 4825, 800 morts en un jour. Oui, donc, si vous nous écoutez sur Bamba Eba, pendant qu'on parle, le docteur il y a 5 jours, et souvenez-vous, dans la dernière partie, il avait terminé avec l'exercice des journalistes, dont il est en plein de nous suivre en breaking news, comme ça, nous donne en temps réel, dans cet enseignement, le temps fort du coronavirus dans le monde. Oui, vas-y, docteur Yassine. Au fait, pourquoi je le fais même? C'est juste parce que ça rejoint ce dont on est en train de parler, où d'ici 3-4 ans, on va aussi sortir un vaccin pour dire, par exemple, comme l'influenza, par exemple, que vous connaissez tous. On dit généralement les personnes qui sont fragiles, ils doivent se vacciner contre l'influenza. Oui. Ouais. Donc, ce sont des trucs qui vont venir dans le marché bientôt. Donc, ça, c'est encore, pour les pharmaciens, encore une, comment il veut dire, un boulevard pour la réussite, pour le marketing. Voilà, quoi. Voilà, si on peut dire comme ça. Donc, c'est pour cela que dans les chiffres, tu vois, on va montrer ces chiffres dans 30 ans pour montrer les dégâts que ça a fait, pour montrer l'importance du vaccin pour qu'on arrive à une sorte de pandémie. Donc, pour revenir à la question, c'est clair que c'est là où le monde va se tourner. Et je prends pour témoin la sœur Reine et le frère Cyril qui travaillent ici en Allemagne. Aujourd'hui, par exemple, il y a de cela 10 ans ou 20 ans à l'époque, les hôpitaux étaient gérés par les médecins. Donc, ça veut dire que c'était le chef de l'hôpital qui recevait et l'agent qui recevait tout. Aujourd'hui, l'hôpital est géré par les gens qui ont étudié carrément économie et management. Oui. Ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont aucun contact avec, qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, comprendre la douleur d'un patient. Déjà, même pour le médecin qui pratique, qui est sur le lit du patient, parfois même pour lui, c'est difficile comment je vais dire, d'être compatissant à la douleur du patient. Parce que tu as tellement vu ça chaque jour que parfois ça te laisse un peu insensible. Oui. Jusqu'au jour où, toi-même en tant que médecin, tu te retrouves en tant que patient. Je me souviens d'une histoire que mon chef racontait. C'était son chef qui était un professeur très fort et tout et tout. Bon, tu joues un peu, tu sais, tu es là, ce sont les gens qui sont toujours malades, ce n'est pas toi. Un jour, son chef se retrouve avec une maladie du cœur où il fallait qu'on l'opère au niveau du cœur. Et depuis et après son opération, c'est mon chef qui nous a raconté, son chef avait un autre regard à l'égard des malades. Et déjà dans ce sens-là, même quand les médecins, ça c'est juste ma thèse, même quand les médecins s'occupaient déjà des patients, là au moins tu as les malades devant toi, tu sais ce qu'ils font, tu sais ce qu'ils souffrent et tu connais comment prendre la chose. Donc aujourd'hui les hôpitaux sont gérés par les managers, de même que ceux qui donnent les médicaments ou ceux qui, mais à quoi est-ce qu'on s'attend? Celui qui vient parler là, je pense, juste pour prendre l'exemple que le frère Gaël a donné, celui qui vient parler, c'est un manager, c'est quelqu'un qui ne connaît que les chiffres, qui ne connaît que les chiffres. Donc, il va seulement t'exposer à ton porte-monnaie. Oui, par contre, ton porte-monnaie. Aucun sentiment, aucune compassion contre la souffrance de l'autre. Il sort, il a sa poche carrée dehors, il a son truc, il a tout. Il ne connaît pas vraiment ce que c'est que la douleur, ce que c'est que la compassion envers les souffrances de l'autre. Donc, et c'est là où on va aller de plus en plus. C'est là où on va aller. Il n'y a même pas de doute à cet égard. Voilà. En tout cas, si vous le voulez, on prend la prochaine vidéo intitulée Incroyable confidence d'un vaccinologue et on découvre ce qu'il dit. Vous êtes prêts? On y va.
participants essentiels du vaccin. Alors, il y a donc d'une part les bactéries qui vont servir à produire les vaccins bactériens, les virus, et un point important, pour ce qui est en particulier des virus, ce sont des cellules eucaryotes, c'est-à-dire que les vaccins sont produits sur des cellules. Alors, tout ceci, dans le cas des vaccins viraux, il faut bien comprendre, c'est qu'il s'agit du vivant. Et donc, tout ce qui va servir à cultiver un virus, par exemple, peut être source de danger. Quand vous utilisez, par exemple, du sérum de veau, eh bien, vous devez être sûr qu'il n'y a pas un risque que le sérum de veau apporte un virus, apporte de la BSE dans les vaccins, car c'est du vivant. Donc, vous allez l'incorporer dans votre vaccin et vous risquez de l'avoir au final. Ce qui explique l'énorme contrôle de qualité qui se fait depuis la matière première. Il y a une traçabilité énorme des matières premières au point final, car au cours de toute cette activité de production vivante, à tout moment, il y a un risque d'introduction d'agents contaminants dans le vaccin par l'intermédiaire des techniciens. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup étonné quand je suis rentré dans le monde du vaccin, je me demande de la recherche, c'était de dire que le risque potentiel qu'il y ait un problème au niveau d'un vaccin, ce n'est pas les effets secondaires, ça on connaît, les effets secondaires peuvent être connus, etc. Mais c'est l'accident bête qui serait d'introduction d'un virus à l'intérieur du vaccin final. Nous avons eu dans les années 60 un drame qui s'est produit, c'est-à-dire que les cellules de reins de singe étaient contaminées par un virus qui s'appelait le SV40, qui est un virus tumorigène, qui induisait des cancers chez les hamsters. Et on a découvert que ce virus contaminait les vaccins, et notamment les vaccins utilisés chez les enfants. Ça a fait 60 millions d'Américains ont reçu ce vaccin tumorigène. Par chance, il s'est avéré qu'il n'était pas adapté à l'homme. Mais ça avait été une grande crainte, et depuis cette date-là, 60, c'est l'obsession permanente qu'ont les industriels qu'une catastrophe identique puisse arriver. Ça s'est reproduit, ça se reproduira, des agents contaminants. Très récemment, on a découvert dans le vaccin rotavirus de JSK, un circovirus d'origine porcin. Par chance, encore une fois, ce circovirus n'était pas pathogène par l'homme, il avait été apporté par une matière première, en l'occurrence la trypsine. Donc vous voyez que lorsqu'on parle de vaccin, il ne faut pas seulement parler du principe actif. Quand on dit vaccin rougeole, bien sûr, c'est le virus de la rougeole qui est important, mais il faut penser tout ce qu'il y a autour, le sérum qui a servi à produire, la trypsine qui a servi à découper les cellules, ou encore la cellule qui elle-même, d'origine aviaire, peut apporter quelque chose imprévu. Dans le cas des vaccins aviaires, il y a eu le problème avec la fièvre jaune qui était contaminée avec un virus de la leucose aviaire. Ça a été également un drame. Par chance, encore une fois, 400 millions de personnes ont reçu ce virus de la leucose aviaire vivant, qui s'est multiplié chez l'homme, mais par chance, il n'était pas pathogène. Vous voyez que lorsqu'on parle d'accidents post-vaccinaux, chez l'industriel, il y a une vision tout à fait différente. Ce n'est pas l'association avec une maladie mystérieuse, fût-ce-t-elle autisme, sclérose en plaques, etc., qui préoccupe l'industriel. L'industriel ne pense qu'une chose, c'est le risque d'avoir un accident par l'apport de matières premières contaminées ou par l'apport du vaccin. Je ne sais pas si vous voyez très bien le problème, mais c'est l'obsession de l'industriel. Suivant. Et puis il y a également des cellules hétéroploïdes. Alors la cellule hétéroploïde a été une étape essentielle, mais pose encore énormément de questions. Ça aussi, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Par exemple, la cellule MDCK. La cellule MDCK voudrait être utilisée pour la production du vaccin contre la grippe. C'est un excellent support de production du vaccin contre la grippe, mais elle est tumorigène. Et le grand débat philosophique qu'il y a, peut-on utiliser une cellule tumorigène pour faire un vaccin destiné à des enfants ? Je peux vous dire qu'au niveau des autorités, c'est une énorme discussion, au niveau d'industriels aussi. Certains disent les quantités d'informations génétiques, c'est-à-dire d'ADN, étant extrêmement faibles, il n'y a aucun risque. Certains disent oui, mais attention, on vaccine des enfants à 5 ans, à 1 an, et dans 50 ans, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc, avant d'accepter une cellule comme ça, le débat est très ouvert. C'est actuellement ce qui se passe aux États-Unis avec le vaccin de la grippe produit sur MDCK par la société Novartis. Le débat, je peux vous dire, au niveau de la FDA, reste très élevé parce que c'est moralement un problème très important. Que vous vaccinez une personne de 75 ans, le risque est très très faible, mais quand vous vaccinez des enfants, vous posez aussi des questions sur le long terme. Ouais, j'ai rien contre, je ne veux pas dire qu'il faut éliminer avec le vaccin les personnes de plus de 75 ans, quoi. Bien possible. Alors, l'étape suivante, c'est l'inactivation. Donc, je reviens au concept de départ.
des vaccins vivants atténués, ça on n'en parle plus, c'est par exemple la rougeole, les oreillons, la rubéole, la fièvre jaune, etc. Vous les connaissez bien. Et puis les vaccins inactivés. Dans ce cas-là, il y a une étape essentielle, cruciale, l'inactivation. Alors là également, je vais vous raconter une petite anecdote qui était quand même pas anecdotique du tout, mais enfin. C'est en 1955, lorsque le premier vaccin contre la polio a été mis au point par Jonas Salk. Vous connaissez tous le vaccin de Jonas Salk, c'est l'IPV, quoi. Hein. C'était une énorme révolution. C'était le premier vaccin qui était produit sur des cultures de cellules. Il était produit sur des cellules de reines de singe. Ça avait été une histoire extraordinaire. Vous savez que le jour où Jonas Salk a annoncé ce succès, toutes les cloches des États-Unis se sont mises à sonner. Ça a été un jour de liesse plus important que la fin de la guerre, quoi. Et donc ce vaccin très, très important, malheureusement il y a eu un drame qui a suivi quelques temps après, un vaccin produit par les laboratoires Cutter était mal inactivé. Et il y a eu plus de 270 enfants qui ont contracté la polio, dont plusieurs sont décédés. Vous voyez que des fois on a des sueurs froides quand on fait de la production. Le vaccin mal inactivé, Cutter, ils ont disparu, quoi. Si quelqu'un, ça arrive, si demain un vaccin rage est mal inactivé, Sanofi, ils s'en vont, quoi. Ah ben attendez. Attendez, ouais, non, vous savez, ça c'est arrivé pour le vaccin rage. C'est arrivé au Brésil, où il y a eu plusieurs dizaines de personnes qui sont mortes de rage. Hein. Alors, petite histoire. Concernant la fièvre jaune, c'est assez intéressant parce que ce qui s'est passé, c'est que pendant la guerre, l'armée américaine avait décidé de vacciner tous ses soldats qui partaient, ainsi que les Anglais. Les Français, non, mais j'y dépends beaucoup, c'est pour ça. Donc, on a vacciné tous, et malheureusement, il y a eu une dramatique épidémie d'hépatite B. Et il y a eu 28 000 cas d'hépatite B suite à la vaccination contre la fièvre jaune. Et c'était incroyable parce qu'il y avait des sous-marins dans lesquels il y avait une épidémie d'hépatite B, etc. Ben, ça ne se déclarait pas évidemment tout de suite. Et parmi les gens qui ont été vaccinés, il y en a eu un qui était très fameux, c'était Churchill. Churchill a été vacciné avec un vaccin fièvre jaune contaminé par l'hépatite B. Alors, son biographe disait que vu l'état du foie de Churchill, c'est un miracle que la guerre n'a pas basculé, il a fait une hépatite inapparente. Enfin, la guerre aurait pu changer. Là, vous voyez que les vaccins peuvent avoir des conséquences sur l'avenir du monde. Maintenant, rapidement, pour finir, je veux dire, comment faire un vaccin? Alors, c'est ça qui est très intéressant, parce que comment faire un vaccin, c'est qu'on ne sait pas le faire. Donc, surtout qu'à la télé, ça va passer partout, ça. Non, mais vous allez diffuser, comme ça tout le monde va savoir que j'ai ça en année, non? Bon, comment faire un vaccin? Alors, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'il n'y a pas de recette. Chaque fois qu'il y a un virus nouveau qui arrive, c'est un problème. Comment développer un nouveau vaccin? Le meilleur exemple, c'est le VIH. Quand le VIH est arrivé, en 2004, Robert Gallo et toute l'équipe américaine avaient dit « On a le virus, dans 2 ans, dans le vaccin, banal, on va cloner l'AGP 120 et puis on va faire un vaccin. » 30 ans après, il n'y a pas de vaccin. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle pour produire un vaccin. On ne sait pas vraiment comment. Historiquement, c'est qu'un vaccin qui ne marche pas dès le début, on n'arrive pas à le faire marcher par la suite. On a par exemple le paludisme, ça fait X années, l'herpès, les premiers vaccins herpès qui avaient été faits dans les années 60, l'herpès ça ne marche toujours pas. Je ne vous parle pas de la syphilis, etc. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que lorsqu'on bute sur un vaccin, on a extrêmement du mal à récupérer la suite. Et ce qui est intéressant, c'est que généralement les vaccins marchent très facilement au premier coup, comme l'hépatite B. L'hépatite B, c'est assez extraordinaire. Vous voyez, un petit fragment de protéines qui vous protège un organisme comme le foie, quoi. C'est quand même assez extraordinaire. Eh bien, là, l'hépatite B, ça a marché au premier coup et ça a marché très facilement. Donc, ce qui est assez étonnant dans l'histoire des vaccins, c'est que généralement, quand on lance un vaccin, ça marche très vite. L'hépatite A, etc. Si ça ne marche pas, c'est dur, ça devient dur. Pourquoi? Je pense qu'une des raisons essentielles de l'histoire du vaccin, c'est qu'on ne comprend pas comment marchent les vaccins. Tout simplement parce qu'une fois qu'un vaccin a été mis au point, plus personne ne s'intéresse au vaccin. Et si bien que de nos jours, lorsqu'un virus nouveau apparaît, on ne sait pas
comment les autres vaccins ont marché et est-ce qu'on peut s'inspirer d'autres vaccins. Je pense que les progrès, si on veut faire des progrès dans l'avenir, dans le domaine de la vaccinologie et des vaccins nouveaux, c'est d'étudier d'abord la réponse immunitaire. Parce que cette histoire de dire j'ai un virus, je l'inactive et j'en fais un vaccin, on voit très bien que si ça marche, ça marche pas, on ne sait pas quoi faire. Le VIH, on ne sait vraiment pas quoi faire parce qu'on se retrouve devant une situation inédite, c'est-à-dire la protection de l'immunité mucosale. Jamais on n'a pu faire un vaccin avec une protection mucosale, que ce soit contre la syphilis, que ce soit contre les gonocoques. On n'a jamais pu protéger, tout simplement parce qu'on met toujours la charrue avant les bœufs. Ça, hein. Voilà. Frère Cyril, tu as écouté ton collègue sorcier, ton collègue médecin, spécialiste des vaccins, un vaccinologue. Je ne parle plus. Je perds mon emploi. Je vois mes enfants grandir. La sœur, je passe à toi. Cet homme a dit effectivement, en parlant de 1975-1955, lorsque le premier vaccin de la polio a été découvert aux États-Unis, il a parlé que c'était une innovation parce qu'on a issu cela des reines de singes. Et à l'issue de cela, une erreur s'est glissée. 270 enfants ont contracté la polio. Et puis il rit. Il dit cela et il rit. Docteur, tu as la parole. Non, il dit tout naturellement. Et il rigole. Comme si de rien n'était. Ils sont morts. Et puis la vie continue. C'est ça. C'est ça. Ils sont morts comme tous les autres. Donc, il n'y a aucun souci. On voit bien quel cynisme. Je ne sais pas, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans l'autre me donne. Tous les anecdotes, ce qui est remarquable, c'est que tous les anecdotes qu'il a raconté, que ce soit dans le cadre du Brésil, où il y a eu des contaminations, dans le cas des soldats lors de la guerre, où les soldats américains ont été vaccinés contre la fièvre jaune, il y a eu une contamination de 28 000 personnes. Quand il raconte ça, il rit. Qu'est-ce que ça vous inspire?